Nous sommes à nouveau dans la séquence 3 du programme d'histoire des classes de 4e intitulée Les temps forts et les enjeux de la Révolution française 1789-1815. Nous avons, au cours de la séance précédente, découvert les relations très compliquées entre la monarchie et la Révolution, et nous avons vu que ces relations pouvaient être marquées d'une grande violence, et nous allons continuer dans le même registre avec la nouvelle séance consacrée au temps fort et à l'enjeu de la violence révolutionnaire. Grand F, la Révolution française entre violence et terreur, 1789-1815, et nous allons tout particulièrement tenter d'apporter une réponse satisfaisante à la question, à la problématique suivante. En quoi la Révolution française est-elle indissociable de la violence portée à son paroxysme sous la terreur ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dissocier révolution et violence, violence extrême? Pourquoi est-ce que la révolution ne pouvait pas se passer de la violence? Alors, commençons par rappeler ce qui n'est pas si évident, mais qui est pourtant bien réel, à savoir que tous les grands temps forts de la Révolution française, à ses débuts, n'ont pas été marqués par la violence. Il y a même eu des événements pacifiques, comme la rédaction des cahiers de doléances. Et si on devait relever des temps forts pacifiques, eh bien on pourrait relever par exemple le 20 juin 1789 et son serment du jeu de paume à Versailles, qui est un moment décisif, puisque je vous le rappelle, c'est le moment où les députés du tiers-État se rebellent contre la décision du roi de fermer les États généraux, et ils s'adressent donc au roi à une sorte de déclaration de guerre à l'arbitraire, à l'absolutisme, mais une déclaration de guerre finalement non violente. Et le roi lui-même, soucieux de ne pas faire couler le sang des Français et de ne pas faire prendre aux événements une tournure dramatique, décide de calmer le jeu, d'ignorer les députés, alors qu'il aurait très bien pu les noyer dans un flot de sang. Même remarque, et on en a parlé lors de la séance précédente, avec l'épisode du 20-25 juin 1791, la fuite manquée, le retour de Varennes à Paris de la famille royale, événement finalement pacifique, surtout de la part du roi Louis XVI, qui, beau joueur, a ordonné aux cavaliers du marquis de Bouillé venu assurer la protection du roi de repartir, si j'ose dire, bredouille, alors que le roi aurait très bien pu tenter le coup de force, ce qui lui aurait probablement permis d'échapper à l'arrestation, ce qui lui aurait sans doute permis de lui sauver la vie, peut-être d'ailleurs de lui sauver sa couronne, sait-on jamais, on ne peut pas savoir, mais toujours est-il que ce jour-là, le roi a refusé de faire couler le sang des Français et qu'on a donc encore un exemple d'événement non violent. Mais comme nous l'avons vu aussi, tous les grands temps forts de la Révolution n'ont pas été pacifiques. Loin s'en faut, et certains événements révolutionnaires ont été marqués par la violence. Et le fait est qu'au cours des deux dossiers et des deux séances précédentes, nous avons déjà évoqué des temps forts de la Révolution qui ont été marqués par la violence.
nous avons en particulier évoqué les violences surgies des campagnes françaises à l'été 1789, où les paysans du tiers-état, au lieu de moissonner et de récolter leurs céréales, se sont mis à brûler des registres seigneuriaux et tant qu'à faire, les châteaux qui les contenaient. Rappelez-vous, l'été 1789, c'est la période de la Grande Peur qui conduira à l'abolition des privilèges en août 1789. Il y a eu des violences, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a eu des morts. À la même époque, mais sur une seule journée, alors que la Grande Peur a duré des semaines, le 14 juillet 1789, nous avons vu que, toujours motivé par la même peur, qui visiblement est génératrice de comportements violents, le peuple de Paris, donc cette fois-ci c'est un événement qui se déroule en ville, le peuple de Paris, qu'on finira par appeler les sans-culottes, renforcé par le régiment des gardes françaises, fait le siège de la Bastille, à l'est de Paris, et que cet événement va faire des centaines de morts. Les défenseurs de la Bastille vont pratiquement tous être tués par les Parisiens. Les Parisiens vont comptabiliser beaucoup de morts, ce qui explique au passage l'hyperviolence de la mort du gouverneur du marquis de Launay, son lynchage, sa décapitation. C'est un épisode hyper violent à l'intérieur même de l'épisode ultra violent de la prise de la Bastille. Bon, sauf que ça a été une violence sans lendemain, puisque le roi et d'une certaine manière aussi le peuple de Paris ont calmé le jeu après cet incident ponctuel de la Bastille du 14 juillet 1789. Alors, j'aurais pu aussi évoquer la fusillade du Champ de Mars consécutive à la tentative manquée de fuite du roi à Varennes, mais je préfère insister un peu plus sur une autre violence révolutionnaire, une autre journée révolutionnaire comme on l'appelle, qui rappelle la prise de la Bastille, mais cette fois-ci nous sommes le 10 août 1792, quand les sans-culottes parisiens, renforcés par des volontaires montés de toutes les provinces, depuis Marseille, renforcés par la garde nationale, massacrent la garnison des gardes suisses, la garde personnelle de Louis XVI, mettent le feu au château des Tuileries. Il y a là encore plusieurs centaines et même des milliers de morts. C'est certes un événement, là encore, qui ne dure qu'une journée, mais qui est d'une violence extrême et qui, là aussi, a un impact décisif sur le cours de la Révolution, puisque, rappelez-vous, au soir du 10 août 1792, il n'y a plus de monarchie en France. On est déjà sur la route de la République, qui sera proclamée en septembre. Le roi a été arrêté, il sera jugé, il ne fait aucun doute qu'il sera condamné à mort. Donc la violence a jalonné ponctuellement le cours du début de la Révolution française, entre 1789 et 1792. Et la prise des Tuileries va engendrer une autre violence, c'est encore un rappel, le 21 janvier 1793, certes il n'y a qu'un seul mort ce jour-là, mais quel mort? L'ex-roi Louis Capet, guillotiné place de la Révolution, tout un programme. Là, ça veut bien dire clairement que la Révolution est à l'origine de la mort du roi. Et donc là, quel autre magnifique exemple de violence révolutionnaire qui va en appeler d'autres. En effet, et c'est à nouveau un simple rappel, normalement, si vous avez bien appris vos leçons, on l'a vu avec la carte que nous avons construite en tout début de séquence, à partir de l'exécution de Louis XVI,
le 21 janvier 1793, la violence va devenir quotidienne, permanente, va devenir un réflexe de défense de la révolution devenue république, puisqu'à partir de l'exécution de Louis XVI, la France révolutionnaire républicaine va se retrouver en guerre non plus seulement contre l'Autriche et son allié prussien, mais contre toute l'Europe, toute la coalition navale, maritime ou terrestre européenne, et que la violence va donc se déchaîner sur toutes les façades maritimes et sur toutes les frontières terrestres. Qu'à cela s'ajoute à partir de mars 1793 également la révolte des Vendéens qui n'ont pas accepté la révolution, qui curieusement n'ont pas soutenu l'abolition des privilèges, qui pourtant auraient pu profiter aux paysans, qui n'ont pas non plus accepté la politique anti-religieuse mise en place par la Révolution, c'est ce que nous verrons lors de la prochaine et dernière séance, qui n'acceptent pas l'arrestation, le procès et surtout l'exécution de Louis XVI, et qui n'acceptent pas non plus, et ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va provoquer la guerre civile entre les Vendéens et la République, ils n'acceptent pas que cette République haïe, détestée, ose lever en masse 300 000 jeunes hommes dans toute la France, c'est-à-dire mobiliser des jeunes hommes de toutes les provinces, donc y compris la Vendée, de tous les départements, pour aller se faire tuer aux frontières face aux Européens. Et ça, c'est ce qui provoque donc le soulèvement vendéen. Quitte à mourir, eh bien les Vendéens préfèrent mourir chez eux, et quitte à mourir, ils préfèrent mourir pour leur cause, c'est-à-dire Dieu et le roi, plutôt que de mourir pour un drapeau tricolore qu'ils haïssent et pour des valeurs républicaines qu'ils haïssent également. Sans oublier donc la révolte fédéraliste consécutive à la prise du pouvoir par les sans-culottes parisiens et leurs alliés montagnards à Paris, et qui se traduit par ce simple fait divers, mais qui masque toute la révolte nationale des fédéralistes. C'est l'assassinat de Marat dans sa baignoire par Charlotte Corday. Ça aussi, c'est un acte d'une grande violence. Donc l'année 1793 devient l'année où la violence, devient quotidienne, permanente et de plus en plus importante. Jusqu'où s'arrêtera cette violence ? Et on en arrive donc, après tous ces rappels, parce qu'en fait c'est une sorte de super révision, cette première partie de la séance, nous en arrivons à notre trace écrite, notre leçon intitulée « Les premières violences révolutionnaires 1789-1793 ». Je vous en donne lecture. La violence accompagne les étapes clés de la Révolution française. Elle est parfois spontanée et son déchaînement incontrôlable, provoqué par la peur. Ainsi, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 s'explique par la volonté des Parisiens de s'armer contre une attaque présumée de mercenaires du roi. La grande peur des campagnes s'explique à l'été 1789 par la volonté des paysans de accélérer la fin des privilèges. À l'été 1793, la République est menacée sur toutes ses frontières par la première coalition européenne. Elle doit aussi combattre l'armée blanche des paysans vendéens ainsi que la révolte fédéraliste. Donc vous l'aurez compris, à la violence de ses ennemis
la République, la Révolution, va opposer une violence au moins égale, et si possible même supérieure, puisqu'elle joue sa survie, ni plus ni moins.